André Breton, 1896-1966. Seconde partie, André Breton, rêveur définitif. Chapitre 3 et dernier, où André Breton se convainc qu'il n'y a pas de peinture surréaliste, où André Masson s'affirme l'inventeur du dessin automatique, où Alberto Giacometti accompagne André Breton entrant dans une boutique de peinture, où Man Ray évoque ses portraits photographiques d'André Breton. Mais prenez garde, vous allez entendre un cri. Il avait des insomnies à la fin de sa vie, il se levait la nuit, il parlait à ses objets, à ses tableaux, et il les réagençait, lui qui n'était pas très sportif, il montait sur une chaise, sur une table, et puis il changeait les objets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute sa vie, cet environnement psychique qu'il a inventé, a bougé, était en mouvement, était toujours en train de changer. Parce que la juxtaposition, on le voit sur les photos, n'est-ce pas? Il y a deux pièces, grandes pièces, n'est-ce pas, là-bas? Et il y avait deux grandes pièces. Et la chambre à coucher, il y a sur le mur une des plus belles collections de Kachina, ces poupées Hopi et Zuni, n'est-ce pas? Que Breton, Lévi-Strauss, Georges Dutuit, mon père et Max Ernst ont collectionné dans la fin des années 40 à New York. Jean-Jacques Lebel. Dessous, il y a un très beau tableau de Magritte. Et légèrement à gauche, il y a un relief en bois de harpe. Et juste en dessous, et de part et d'autre, il y a des très petits dessins de Filigère, n'est-ce pas? Cet ami d'Alfred Jarry, délicieux. Et ensuite, il y a un beau petit tableau de Toyen. Et sur le buffet, en bas, il y a des masques esquimaux, d'autres Kachina, et d'autres objets, et des moules à gaufres. Les moules à gaufres qui ont été achetés aux puces. Et je peux vous dire que de la grande initiation que Breton nous a fait subir, qui était en même temps très difficile à vivre et qui vous reste pour toute votre vie, ça a été de nous apprendre à regarder. Vous allez entendre Entretien avec André Breton, recueilli et présenté par André Parino. Écart absolu, décembre 65. Le 11e exposition internationale, voilà, les Galeries de l'Œil. 11e. Donc c'était en décembre 65. André Parino, vous avez entre les mains un catalogue. Oui, qui évoque un bien beau et grand moment du surréalisme. C'est un catalogue qui date de décembre 1965 et qui évoque la grande exposition faite à la Galerie L'Œil, la 11e exposition internationale du surréalisme, et qui rassemblait, enfin, j'allais dire la fine fleur, mais oui, tous les artistes vivants, et même quelques-uns évoqués qui n'étaient plus, dans une manifestation qui a fait date. C'était d'ailleurs un moment où le surréalisme avait retrouvé au minimum, disons, une importance culturelle. Il n'avait évidemment pas la puissance et la dynamique et la novation des années 23, 24, 25, mais c'était 20 ans après la libération. Breton était revenu des États-Unis avec tout le groupe. Il y avait toute une jeunesse qui l'attendait et ça a été un moment d'échange magique. Je voudrais rappeler que quelques années auparavant, en 1961, on trouvait à l'Académie des Beaux-Arts, Institut de recherche scientifique sur la théorie et l'histoire des arts plastiques à Moscou, une définition du surréalisme qui, encore aujourd'hui, me fait dresser les cheveux sur la tête. Surréalisme,
du français surréalisme, littéralement au-dessus du réalisme, tendance réactionnaire dans l'art des pays capitalistes contemporains, né en France après la Première Guerre mondiale et s'appuyant sur la doctrine idéaliste de Freud avec sa théorie du subconscient. L'imagination perverse des surréalistes ne s'occupe que du monde des rêves, dénués de sens et monstrueux, des hallucinations maladives, des cauchemars et de la pathologie. Les aliénés sont les surréalistes authentiques, déclare l'un des fondateurs du mouvement. C'est-à-dire que tout ce qui est à peu près vrai est pris à contresens. Et ça, c'est d'une mauvaise foi très typique, mais je suis content de pouvoir rappeler qu'il n'y avait pas que les bourgeois qui étaient anti-surréalistes. Il y avait aussi les gens dits de gauche. Et c'est quand même tout à fait significatif de l'importance de ce mouvement qui est resté toujours sur le fil du rasoir, sur la crête de la vague. Quel souvenir avez-vous de cette exposition, José Pierre? Ah, mais des souvenirs, des innombrables. C'est ça qui est amusant dans la vie du groupe. Des innombrables réunions préparatoires. Parce que lorsqu'on mettait sur pied une exposition de ce genre, tout le monde y mettait son grain de sel, faisait des propositions, ne serait-ce que sur le titre, etc. Non pas 5 ou 6 réunions, mais des dizaines et des dizaines, où défilaient des idées peut-être brillantes, mais aussi d'autres un peu tocardes. Mais enfin, ça faisait partie de la vie collective, ça faisait la vie passée. Et cette exposition, l'écart absolu, se voulait écart absolu à l'égard de toutes les graves déviations de l'époque. On s'y prenait aussi bien au culte du natalisme qu'au culte de l'astronautique, qu'au rendement. Le travail existait encore à cette époque, qu'au sort encore insuffisant fait à la femme, etc. Vous voyez tous les grands péchés de la civilisation de consommation, bien avant, enfin plusieurs années avant le mai 68, ils étaient dénoncés, stigmatisés par cette exposition. Par exemple, pour vous donner un exemple frappant, le combat contre le natalisme était illustré par comment appelle-t-on ça, une roue des rats. C'est-à-dire, c'est un phénomène qui se produit, paraît-il, assez fréquemment. Il arrive que des rats naissent noués par la queue. Ça fait une espèce de rosace de rats de grandeur nature et qui exprimait parfaitement l'amour dans lequel nous tenions le natalisme, prôné par nos gouvernants de l'époque. Et ça n'a pas cessé d'ailleurs. Parce que nous avions... Alors d'abord, il y avait un texte collectif signé de Alechinsky, Audouin, Bédouin, Benayoun, Benoît, Borde, Bounour, Breton. Et nous avions poussé l'ironie jusqu'à préparer pour la presse 3 modèles d'articles qui n'auraient qu'à recopier, signer, l'un étant tout à fait contre, l'autre étant tout à fait pour, et l'autre ni pour ni contre. Merci. Jean-Jacques Lebel, permettez-moi de vous passer un papier plié en 2. Faites-moi un portrait d'André Breton. Voilà. Jean-Jacques Lebel, c'est là une sculpture à fonctionnement, comment on dit? Objet à fonctionnement symbolique de 1931. D'André Breton, et qui était exposé à la dernière exposition surréaliste en 1965, la 11e exposition surréaliste et dernière, Oui, à la Galerie de l'Œil. exact. Et qui était dans le surréalisme au service de la Révolution et qui était à l'exposition André Breton, La beauté convulsive aussi.
au Centre Pompidou. Son titre d'abord, c'est, si l'on peut dire, l'objet charnière entre Dada et le surréalisme. C'est des objets ramassés dans la rue. Il y a une planche à découper la viande en bois, oui. Et il y a toutes sortes de végétaux, faux, plus ou moins faux, mais qui ressemblent fort à des feuilles, à de la bruyère, et des confettis. Et il y a une sorte de livre en marbre. C'est très curieux parce que Duchamp va se servir dans Why Not Sneeze de marbre aussi. Un petit livre, grand de quelques centimètres, sur la couverture duquel il y a une photo de la tour de Pise. Mais ce livre est couché sur le dos. Au travers de l'objet, de part en part, il y a une sorte de fronde tendue dans laquelle il y a une sorte de dragée qui est une pierre. Et à l'autre bout, il y a une boule ronde en bois prise dans une espèce de personnage curieux qui tient dans ses bras cette boule et dont la tête est une sonnerie de vélo et dont une partie du corps est un hourglass, un clepsydre, n'est-ce pas? C'est lié par une sorte de cercle à une minuscule petite selle en cuir d'enfant, une selle de vélo. Au-dessus de quoi, à la place de la personne qui devrait être assise sur cette selle, de l'enfant ou du nain ou de l'être magique. Est-ce que tout ça est peut-être à une échelle tellement petite qu'en fait, peut-être ce sont des géants, n'est-ce pas? Parce qu'on ne sait pas. Si c'est à l'échelle de la tour de Pise, c'est énorme. Si c'est à notre échelle à nous, c'est tout petit. Il y a une espèce de morceau, donc, sur cette selle, un morceau de choses anthropomorphiques, une sorte d'ossement bizarre, dans laquelle il y a du tabac. Et deux petites dragées minuscules qui ressemblent à des minuscules petites sculptures cycladiques. Et toutes sortes d'autres choses, dont les confettis qui traînent à droite et à gauche, le tout étant encaissé dans une sorte de caisse en verre translucide, fabriquée par Breton lui-même. André Masson. Nous ne considérions pas les peintres comme peintres, en somme, ni les poètes comme poètes. Quand André Breton a fait les portraits des divers peintres surréalistes qu'il avait connus entre 1923 et 1927, parce que le surréalisme et la peinture apparu en 27, j'étais avec lui, nous étions tous les deux. Il m'a dit « Je suis très ennuyé parce que j'ai promis à un éditeur de réunir ses textes sur... Enfin, il y avait quoi? Il y avait Max Ernst, il y avait Man Ray, il y avait Tanguy, il y avait moi. Et il n'y avait pas encore Dali, évidemment. Dali n'était pas encore là. Et puis quelques coups de chapeau à Picasso, à Braque. Bon, il me dit seulement, ce qui m'ennuie, c'est que je ne trouve pas le titre. Alors je lui dis, moi, en effet, il n'y a pas de peinture surréaliste. Il m'a dit, n'est-ce pas? Alors je ne peux pas appeler ça la peinture surréaliste, ce qui a l'air d'aller de soi. Et j'ajoute, oui, n'est-ce pas, il y a des surréalistes qui font de la peinture. Il y a des surréalistes qui écrivent des poèmes. Claude Esteban. Est-ce qu'André Breton aimait la peinture ou pas? Vous me direz que c'est assez paradoxal dans la mesure où tout un courant artistique est relié profondément à Breton. Il l'a souhaité, d'autres sont venus s'y adjoindre. Et cependant, j'ai comme la sensation profonde qu'il y a chez Breton une sorte de méfiance à l'égard de ce qui peut être l'image peinte. Et d'ailleurs, dans ses premiers textes, les plus violents, et que je trouve extrêmement beaux, du surréalisme et la peinture, qui date des années 28, il y a une remise en cause de la peinture et de l'art pictural qui est très violente de sa part. Mont-de-Piété, au Sans Pareil, 1919.
avec 2 dessins d'André Derain. Les champs magnétiques, en collaboration avec Philippe Soupeau, au Sans Pareil, 1921. Portrait des auteurs par Francis Picabia. Clair de terre, collection littérature, 1923. Portrait de l'auteur par Picasso. Oui, là, bien sûr, avec Picabia, nous tombons sur quelqu'un qui était plutôt de l'obédience d'Adam, enfin on ne va pas en faire de l'histoire littéraire ici, et qui a retenu son attention, et plus que cela, par justement cette espèce de cassure, de fracture, de mise en éclat de l'image conventionnelle, de la recherche de l'énigme, de l'énigmatique. Et je crois que ça a été un bon compagnon de route pour Breton. Dites toujours. 1923, Clair de terre, portrait de l'auteur par Picasso. En fait, ce sont 2 compagnons de route. Je dois dire d'ailleurs que Picasso regardait avec une certaine défiance les surréalistes, un peu comme Freud par un certain côté, les trouvant un peu mouvementés, un peu brutaux, bruyants et un peu confus à ses yeux. Mais cependant, il y a des moments où il y a des convergences qui se sont faites. Enfin, il y avait de la part de Breton, sans aucun doute, une sorte d'admiration, mais il se reprochait presque cette admiration. Car il aurait peut-être voulu exercer ce que j'appellerais un droit de regard sur Picasso, mais il était quand même difficile de poser la main sur l'épaule de Picasso, et encore moins de l'obliger à peindre d'une autre façon. Mais vous pouvez poursuivre, c'est intéressant de voir ce déroulement à travers ses accompagnateurs. 1929, Manifeste du surréalisme, nouvelle édition, frontispice de Max Ernst. Oui. Alors là, je crois, justement, j'allais y venir, Max Ernst fait sans doute partie des grandes figures, je crois, que peut revendiquer dans l'art le surréalisme. Non pas que Max Ernst soit un disciple en quoi que ce soit de Breton, mais il y a entre eux des convergences tout à fait étonnantes, et je crois surtout que Max Ernst est l'artiste qui a en quelque sorte fait la translation sur le registre des images de ce que Breton disait à propos de l'écriture avec des mots, n'est-ce pas, de notre langage. C'est-à-dire, il y a chez lui vraiment une recherche de l'automatisme qui a été longuement poussée, puis ensuite, chez lui, la recherche de la conflagration entre 2 images très étranges qui peuvent produire une étincelle différente. Enfin, je dirais qu'il y a un cheminement tout à fait parallèle et une sorte de transfert artistique des théories du surréalisme sans aucune volonté d'exemplarité, mais qui fait de Max Ernst, je crois, sans aucun doute l'artiste le plus proche, je dirais, dans sa recherche personnelle de l'univers de Breton. Et même si, à la fin de leur existence, les choses ont divergé, il faut bien dire que moi je pense qu'avec, avec Masson, avec André Masson, c'est sans aucun doute Max Ernst qui est le plus proche de l'univers intérieur, je dirais, de Breton. Pour aller dans votre sens, une fois de plus, 1932, les vases communicants, couverture de Max Ernst. Oui. 1934, qu'est-ce que le surréalisme, couverture de René Magritte. Je ne sais pas s'il y a de la part de Breton des réticences, mais le côté minutieux, la peinture apparemment léchée de Magritte est quelque chose qui à la fois lui plaît et lui paraît peut-être une sorte de piège. Alors par conséquent, il dit que l'image du modèle extérieur, selon l'expression qui lui est chère, bouge chez Magritte, bouge d'une manière très imperceptible, et que c'est là peut-être que se situe sa poésie. Mais je ne sais pas s'il y a un accord tellement profond entre deux, s'il y a existé. Mais je crois que Magritte l'a retenu, l'a requis, mais peut-être moins que Paul Delvaux, par exemple, si on prenait sur ce registre-là. Les vases communicants, édition des Cahiers libres, 1932, couverture de Max Ernst. Qu'est-ce que le surréalisme? René Henriquez, 1934, couverture de René Magritte. L'ère de l'eau, édition des Cahiers d'art, 1934, avec 4 gravures d'Alberto Giacometti. Au lavoir noir, édition GLM, 1936, avec une fenêtre de Marcel Duchamp. Je me souviens d'un Yves Bonnefoy. petit récit
que j'ai entendu Giacometti faire une fois avec amusement. Après la guerre, il n'a pas revu beaucoup au Breton. Tout de même, il l'a rencontré quelques fois. Et un jour, disait-il, il avait déjeuné avec lui. Ensuite de quoi, Breton avait dit « Allons voir les galeries de peinture ». Et ils étaient partis en ville. Et voilà que Breton et donc Giacometti passent devant une boutique. Et Breton dit « Oh, c'est très bon ». Il entre dans la galerie, il se précipite vers un tableau, puis Giacometti le voit se retourner et revenir vers lui, penaud en somme, pour lui dire « ce n'est qu'un bonnard ». Il était déçu de ne pas avoir la possibilité d'aimer librement cette œuvre qu'il avait attirée, et bien sûr, s'il n'avait pas le droit de le faire, le droit devant lui-même, c'est parce que la théorie du surréalisme l'obligeait à chercher dans les œuvres de peinture des extrapolations de l'imaginaire que Bonnard ne connaissait pas. 1934, L'ère de l'eau, 4 gravures d'Alberto Giacometti. Alors là, nous en venons justement à une figure que j'aurais pu évoquer plus tard. Je dirais que, à propos de Giacometti, au fond, Breton ne s'est intéressé à lui que à l'époque des objets énigmatiques que composait Alberto Giacometti. Et lorsque Alberto Giacometti a rompu assez brutalement, non pas avec le surréalisme, mais avec ce cheminement-là de l'énigmatique et même du mystérieux, Breton s'est détaché de lui sans violence, mais il a quand même prononcé cette phrase assez étrange à mes yeux, n'est-ce pas, quand Giacometti s'est intéressé au visage humain et a fini par s'enfoncer dans cette espèce de cheminement très douloureux pour lui, mais on a tout dit sur un visage. Donc c'est vous dire à quel point les expériences ont divergé. Et les artistes qui ont échappé au cheminement de Breton sortent également de son champ de vision, je dirais. Et après cela, Giacometti est pratiquement absent, je dirais, de ses textes et de ses préoccupations. C'est encore le Giacometti, non pas surréalisant, mais le Giacometti énigmatique qui le retient, ou mystérieux. Sculpteur. Plutôt. En effet, le peintre ne l'a pas du tout intéressé. 1936, au Lavoir Noir, avec une fenêtre de Marcel Duchamp. Ah. C'est-à-dire que Marcel Duchamp est une figure pré-surréaliste par beaucoup de côtés, n'est-ce pas? Au fond, si vous voulez, Duchamp, c'est un peu comme l'expérience sur un autre plan de Reverdy ou l'expérience d'Apollinaire. C'est quelque chose qui précède Breton, dont il a pu tirer parti pour s'en enrichir, mais qui le précède. 1936, Note sur la poésie, avec Paul Éluard, un dessin de Salvador Dali. Ah, alors, on ne pouvait pas ne pas en arriver au cas Dali, n'est-ce pas, au cas pendable de Dali. Et de me tordre de rire, subitement, j'ai rencontré par hasard ma femme. J'ai senti aussitôt que ma vie prenait une douceur systématique et presque, on pourrait dire que c'est la rencontre avec ma femme qui est structurée d'une façon claire mon activité paranoïaque critique. Et au moment où j'ai rencontré ma femme, je faisais déjà des tableaux à peu près surréalistes, enfin, dans lesquels précisément il y avait une deuxième version de mon âne pourri, qu'au lieu d'être réaliste, était déjà surréaliste, c'est-à-dire il était environné des essaim de mouches et des fourmis et des éléments grouillants qui étaient déjà de caractère typiquement délirant. C'était la deuxième version de... Alors là aussi, c'est extrêmement curieux parce que, bon, nous savons tous les démêlés, les ruptures, le surnom Davida Dollars. En fait, tout ça sont des choses qui sont entrées maintenant dans la connaissance de tout un chacun. Mais malgré tout, après la condamnation très violente de Dali, dans les textes, on a un peu oublié, je dirais, la fascination qu'auparavant avait exercée Dali sur Breton, n'est-ce pas? Et si vous me permettez de citer un texte, parce qu'au fond, autant laisser parler Breton, sa voix, je dirais,
cette manière d'être un peu hors d'haleine, une espèce de voix, n'est-ce pas, qui se fait sentir. Alors, il écrit, je ne parle pas de la condamnation, parce que ça nous intéresse moins, mais il écrit quand même un texte dithyrambique sur Dali, et qui date justement de 1936. C'est bien 1936 qui est la date de l'ouvrage, n'est-ce pas ? Oui. Et à ce propos-là, dans ce texte sur Dali, évidemment, j'ai perdu ma référence. Il est bien entendu qu'on a affaire avec Dali à une paranoïa latente, de la sorte la plus bénigne, la paranoïa à palier délirant isolé. Alors là, avec un petit peu de côté un peu pédant qui apparaît parfois chez Breton, et il met entre parenthèses, pour reprendre la terminologie crapellinienne, dont l'évolution est à l'abri de tout accident confusionnel. Chez lui, l'intelligence de tout premier ordre, je souligne, excelle à relier après coup, mais aussitôt, ces paliers les uns aux autres, à rationaliser par degrés la distance parcourue, les expériences vécues, les falsifications pleines de sens de la mémoire, les interprétations illicites ultra-subjectives qui composent le tableau clinique de la paranoïa lui fournissent la matière première de son œuvre. Elles sont regardées, elles sont données par lui comme le filon le plus précieux. Et il continue sur cette tonalité, si vous voulez, et à aucun moment ne perce la moindre réticence à ce moment-là. Or, la rupture va se faire un petit peu plus tard, et je dirais que là encore, je ne suis pas sûr que ce soit pour des raisons uniquement liées au parcours pictural de Dali, qui à mes yeux n'a pas beaucoup changé, sinon qu'il n'a fait que se dégrader davantage, mais je dirais des prises de position politiques qui ont exacerbé la tension entre les deux êtres et finalement amené cette rupture. 1937, le château étoilé, un frottage et 8 planches de Max Ernst. Oui, là, nous ne revenons pas là-dessus. Je crois que c'est la grande... parce que c'était lui, parce que c'était moi. Je veux dire, il y a quand même une rencontre tout à fait en profondeur de connivence entre eux. 1942, Fata Morgana, 4 dessins de Wilfredo Lam. Ah, Wilfredo Lam, justement, je suis heureux qu'il apparaisse là, car je pense que même s'il demeure un peu marginal dans l'attention que Breton lui a portée, il lui a consacré quelques pages d'une très très grande beauté. Et là aussi, si vous me le permettez, parce qu'au fond, laissons la parole à Breton, il a vu justement on pourrait dire, dans cette espèce de relation qui s'était établie entre la peinture de Wilfredo Lam et les expériences de Picasso, il a prononcé, je peux dire quelques mots qui sont tout à fait étonnants, n'est-ce pas ? Et je dirais que c'est un grand hommage rendu à Lam. Il est probable que Picasso a trouvé chez Lam la seule confirmation à laquelle il pouvait tenir, celle de l'homme ayant accompli par rapport au sien le chemin inverse, atteindre à partir du merveilleux primitif qu'il porte en lui, le point de conscience le plus haut, en s'assimilant pour cela les plus savantes disciplines de l'art européen, ce point de conscience étant aussi le point de rencontre avec l'artiste Picasso, au départ le plus maître de ces disciplines. Et il termine « qu'il me suffise pour ma part de faire valoir tout ce que comporte des fusions sensibles, cet aspect de l'être humain hissant à peine de l'idole, à demi enlisé encore dans le trésor légendaire de l'humanité. » Je trouve que ce sont des phrases absolument merveilleuses et qui rendent compte de l'expérience de l'âme d'une manière, je dirais, à la fois brillante, poétique et aussi qui font preuve d'une très grande lucidité par rapport à l'art de l'âme, en l'espace de quelques phrases très courtes. 1945, Arcane 17, 4 lames de tarot par Mata. Mata a été une des grandes découvertes, je dirais, de la dernière partie de l'existence de Breton, n'est-ce pas ? Et je veux dire que cette arrivée, je dirais, un peu tellurique de Mata, n'est-ce pas, dans la vie de Breton, à un moment donné où il était quand même, je crois, inquiet, non pas sur ses idées, mais sur son devenir et sur le devenir de l'art. Mata a été comme une confirmation, un enrichissement. Il y a je crois, eu ce moment d'enthousiasme pour Mata qui a pris un peu le relais après, je dirais, l'éloignement de Max Ernst. C'est sans aucun doute le moment où ça s'est produit. Mais sait-on que ce n'est qu'en 1948 que paraîtra Martinique charmeuse de serpent, exemple unique d'une collaboration entre André Breton et André Masson,
évoquant leur séjour commun à Fort-de-France en avril 1941. André Masson. Vers 1923, je me mets à faire des dessins que Breton après a appelé automatiques et qu'il était. C'est-à-dire que je faisais peignais par exemple une forêt légendaire, n'est-ce pas ? Et puis après, je laissais courir sur une feuille de papier ma main de la manière la plus libre et je dirais la plus aveugle. C'est-à-dire que sortaient des personnages innommés, quelquefois innommables. J'en déchirais beaucoup. Mais j'avais donc inventé pour moi l'automatisme. Il n'y a pas de doute, nous étions en 23 et j'avais donc à ce moment-là 27 ans. Et puis je commence à faire des tableaux qui sont un petit peu dans le sens de ces dessins automatiques. Et l'un d'eux s'intitule « Les 4 éléments ». En vérité, il y en a 6. Il y a 4 éléments, les 4 éléments qui sont les forces de la nature. Mais la femme est considérée comme élémentaire et les corps célestes. Ce tableau a été exposé chez Henri Canveller, dans sa galerie, et avait été remarqué par Desnos. Il n'y avait pas encore de surréalisme. C'était ce qu'on appelait à ce moment-là le mouvement flou. Dada était mort et le surréalisme n'était pas encore né. Et puis le manifeste, c'était une même date de 1924. Il faut tout de même s'entendre. Le surréalisme peut commencer surtout le surréalisme peut commencer aussi à Jérôme Bosch, alors, n'est-ce pas ? Mais enfin, pour les surréalistes comme moi, qui sont conscients de sa structure, comme on dit aujourd'hui, il est évident que nous avons 2 hommes qui préfigurent le surréalisme, n'est-ce pas ? C'est Chirico, le Chirico de 1915, etc., c'est sa grande époque, et une certaine partie de l'œuvre de Paul Klee. Bien, je m'intéresse alors à ces 2-là. Je fais mes dessins automatiques. Je ne connais aucune des personnes de l'entourage d'André Breton, mais je savais que Breton était l'avenir. Car un jour où Miro me demande, en 1923, fin 22, nous avions un atelier mitoyen. Il me dit, qui faut-il aller voir, Picabia ou André Breton ? Je lui ai répondu, Picabia, c'est le passé. Si tu veux voir l'un des 2, c'est Breton, parce que lui, c'est l'avenir. Il y a comme, je dirais, comme quelque chose de manqué entre André Masson et André Breton. Ce qui est un peu confirmé par Philippe Soupeau, qui raconte que lorsque, à l'écriture des champs magnétiques, c'est-à-dire en 1921, Max Ernst, dont vous avez parlé, a envoyé des dessins à Soupeau et à Breton pour illustrer ces champs magnétiques. Et Philippe Soupeau dit à tout considérer, le seul peintre surréaliste était Max Ernst. On a un peu le sentiment que ce qui a davantage intéressé finalement Breton, c'est l'image, entre guillemets, surréaliste de Max Ernst, davantage que le dessin automatique de Masson, ce dont se plaint d'ailleurs Masson quand il en parle, et ce qui peut être envisagé comme profondément voisin, profondément frère de l'écriture automatique, ne l'intéressait pas dans la mesure où il y avait déjà passage au surréalisme et à l'image et à la métaphore. Sur ce rapport Breton-Max Ernst, Breton-Masson, Claude Esteban. Je crois que vous avez eu raison d'insister sur ce rendez-vous un peu manqué et qui est assez étonnant, il faut bien le dire, et on peut comprendre une certaine amertume, employons le mot, de la part d'André Masson à cet égard, car il faut bien dire que les procédés, si on peut les appeler ainsi, qui étaient les siens, correspondaient parfaitement au cheminement que Breton dessinait lors du premier manifeste. Et à sa façon, on peut dire que André Masson a été peut-être le premier artiste surréaliste, le premier qui ait en effet transposé sur le registre de l'image, sur la surface plane, sur le plan du visible, ce que Breton avait dit. Et en revanche, ça n'a pas intéressé véritablement Breton, et je dirais que ça va de pair un peu avec l'oubli
dans lequel il laisse tomber l'écriture automatique en disant « nous avons fait suffisamment d'expérience là-dedans, et maintenant c'est quelque chose d'acquis », ça serait une sorte de ressassement. Et en cela, peut-être qu'il a senti, ou qu'il a pressenti que Masson poursuivait dans une voie qui ne l'intéressait plus. Et d'ailleurs, dans ses choix par la suite, il a privilégié les artistes qui donnaient à voir je dirais des paysages de l'insolite et du mystérieux. Nous parlions d'Ernst, Dali a été un de ces cas, et peut-être l'artiste que nous n'avons pas nommé, et dont je pense qu'il est peut-être une figure un peu en retrait aujourd'hui du surréalisme, mais c'est un grand artiste et qui mériterait plus de place, qui est Tanguy. Je pense que Breton choisissait plutôt l'image mystérieuse au procédé intime du surréaliste. Donc il y a eu un choix systématique de sa part. Et Masson en a sans aucun doute souffert. André-Pierre de Mandiargue. Eh bien, si vous prenez Miro, qui sans doute est le plus grand des peintres surréalistes, Max Ernst, Troyen, André Masson, Victor Bronner, eh bien, ce sont des hommes totalement différents et qui n'auraient été unis par rien s'ils n'avaient pas fait connaissance de cette sorte de mage qu'était André Breton, et s'il n'avait pas été invité aux réunions que donnait André Breton dans des cafés généralement. Le beau, tout court, qu'à trop d'embaumeurs dispute si âprement Baudelaire, mais toute son œuvre nous est garante que ce beau, pour lui, a partie liée avec le magique. Ce beau, pour être vraiment ressenti comme tel, doit mettre en branle un train d'ondes propres à exalter certaines zones de notre affectivité, par-delà cet émoi, à pratiquer une brèche dans la muraille qui nous cerne et qui est faite du sentiment des disgrâces inhérentes à la condition humaine. Certains esprits, dont je suis, ont peine à concevoir un beau qui ne soit à quelque degré magique. Il n'empêche qu'un tel magique ne peut passer que pour une propriété annexe, en quelque sorte passive et toute réflexe du beau. De toute évidence, une autre démarche est, dans un cadre qui déborde celui de l'art, de prétendre non plus au beau, mais au magique, d'accorder résolument la primauté au magique sur le beau. Nécessairement, elle se devra de reproduire celle de la phase animique de l'humanité, qui part de la foi en un ensemble de pratiques susceptibles de soumettre à l'homme la puissance mystérieuse qui, de la terre aux cieux, unit les êtres, les coordonne et les anime, selon l'expression de Louis Chochaude, pour accéder au symbolisme de l'instant où l'analogie primitive a engendré des spéculations moins rudimentaires. Je pense que Breton a existé grâce à Vacher. Alain Jouffroy. À Aragon, à Soupeau, ses premiers amis. C'est eux qui ont fondé, c'est les vrais fondateurs. Il y a un fondateur mort, il faut toujours un mort, n'est-ce pas ? Ça commence par un mort, Jacques Vacher, c'est le mythe. Ensuite, les trois mousquetaires qui défendent le mythe et qui répandent la terreur dans les lettres et au-delà des lettres. C'est-à-dire une forme de terreur sans guillotine, mais quand même une forme d'intimidation de la pensée, disons, académique et de la pensée bourgeoise, assez forte pour provoquer une censure. Vous savez que après les prises de position politiques du surréalisme, notamment après les positions contre la guerre du Maroc, qui étaient tout à fait légitimes, il y a eu un mot d'ordre dans la presse, qui m'a été confirmé par Henri Michaud, on ne parle plus du surréalisme, on fait comme s'il n'existait pas. On parlait presque jamais dans la presse des livres publiés. Le surréalisme a été censuré, il continue de l'être. On fait semblant de le lire. Vous savez, un des meilleurs moyens de ne plus lire quelque chose, c'est de l'officialiser. Vous savez très bien. Donc on a enterré Breton dans la Pléiade. Breton seul n'aurait pas pu agir comme le surréalisme a agi jusqu'à maintenant, dans le monde entier, s'il n'avait pas été le catalyseur d'une communauté qui entretient des liens si prolongés, qui couvrent la totalité d'un siècle. C'est-à-dire c'est le plus grand mouvement de subversion, à la fois politique, artistique et philosophique, qui a traversé le XXe siècle. Ode à Charles Le Fourier, 1947. Martinique charmeuse de serpents,
1948. La lampe dans l'horloge, 1948. Poème, 1948. Flagrant délit, 1949. Au regard des divinités, 1949. Entretien radiophonique avec André Parisot, 1952. La clé des champs, 1953. Farouche à 4 feuilles, en collaboration avec Lise de Harme, Julien Gracq et Jean Tardieu, 1955. L'art magique, en collaboration avec Gérard Legrand, 1957. Constellation, 1959. Poésie et autres, 1960. Le La, 1961. Au fond, ce que je reproche à André Breton, peut-être absurdement, mais dans la mesure où il a né la figure symbolique, Bernard Noël, c'est de ne pas avoir fait en sorte que son travail ne soit pas définitif. C'est-à-dire n'ait pas mis à mort à jamais ce qu'il a combattu et sur quoi il a triomphé. Mais le mouvement de récupération, et là c'est le mode Domal, hélas, fonctionne. Le travail de récupération qui est que, qu'on ne lise ça comme de la littérature, donc que ça figure dans l'histoire de la littérature, éventuellement dans l'histoire des idées, mais qu'en même temps ce soit anesthésié par cette exploitation ou par cette classification. Bon, ça fonctionne à plein. Cela dit, il suffit malgré tout de retourner au texte pour y retrouver la force et appelons-la révolutionnaire, faute de mieux, qui s'y trouve. Donc, le réveil est toujours possible. Mais le réveil, c'est dans le travail, ça n'est pas dans le commentaire. Est-ce que vous partageriez, Bernard Noël, est-ce que vous partageriez ces mots d'André Masson? André Breton, c'est l'avenir. Oui, dans ce sens même. Heureusement que le passé, si je puis dire, a des réserves d'avenir. Et quand on les revisite, de temps en temps, on tombe en effet sur des poches de pensée, si je puis dire, qui vous propulsent, parce qu'elles ont gardé intacte leur force de transformation. Est-il donc urgent de faire retour à Breton? J'en suis pas sûr, parce que je crains que tout retour à Breton ne soit un retour historique. Mais au texte de Breton. Mais au texte de Breton, bien sûr, oui. Je ne suis pas pour les adeptes. Je n'ai jamais habité au lieu-dit la grenouillère. La lampe de mon cœur file et bientôt hoquette à l'approche des parvis. Je n'ai jamais été porté que vers ce qui ne se tenait pas à carreaux. Un arbre élu par l'orage, le bateau de lueur ramené par un mousse, l'édifice au seul regard sans clignement du lézard et 1000 frondaisons. Je n'ai jamais vu, à l'exclusion des autres, que des femmes qui avaient maille à partir avec leur temps. Ou bien elles montaient vers moi soulevées par les vapeurs d'un abîme, ou encore, absentes, il y a moins d'une seconde, elles me précédaient du pas de la joueuse de tympanon dans la rue, au moindre vent où leurs cheveux portaient la torche. Je prends mon bien dans les failles du roc, là où la mer précipite ses globes de chevaux montés de chiens qui hurlent, où la conscience n'est plus le pain dans son manteau de roi, mais le baiser le seul qui se recharge de sa propre braise. Et même des êtres engagés dans une voie qui n'est pas la mienne, qui est à s'y méprendre le contraire de la mienne, elle s'ensable au départ, dans la fable des origines, mais le vent s'est levé tout à coup, les rampes se sont mises à osciller grandement autour de leurs pommes irisées, et pour eux, ça a été l'univers défenestré,
sans plus prendre garde à ce qui ne devrait jamais finir, le jour et la nuit échangeant leurs promesses, ou les amants, au défaut du temps, retrouvant et perdant la bague de leur source. Ô grand mouvement sensible, par quoi les autres parviennent à être les miens, même ceux-là, dans l'éclat de rire de la vie tout encadrée de bure, ceux dont le regard fait un accroc rouge dans les buissons de mûrs, m'entraînent où je ne sais pas aller. Les yeux bandés, tu brûles, tu t'éloignes, de quelque manière qu'ils aient frappé, leur couvert est mis chez moi. Beaucoup, dans ces années-là, ont dû comprendre les mots d'ordre de Breton comme Yves Bonnefoy. La demande de se tourner vers une périphérie obscure de la réalité. Bien au contraire, il redemandait que l'on se retrouve au centre même de notre espace, ce que métaphorise d'ailleurs si bien sa démarche constante dans ses livres, qui est de sortir de chez lui, d'aller dans la rue, d'acheter le journal, de rencontrer quelqu'un et d'avoir avec les êtres qu'il rencontre les relations qui véritablement sont importantes. Il y a donc dans Breton cette indication toute simple et qui a le grand avantage de faire que le rêve soit comme réintégré dans la réalité, puisque si la réalité est le lieu même où notre désir agit, il faut bien que ce soit le rêve qui en constitue à chaque instant le moteur et l'objet. Dans ces conditions, il y a chez Breton quelque chose qui me semble tout à fait naturel, simple. Le surréalisme peut être vu comme le bon sens même. Aller aux choses de l'existence même, sortir du texte, lever les yeux de son texte, voilà quelque chose que nous pouvons aujourd'hui tous apprendre de Breton. Poésie et autres, 1960. Le La, 1961. Nadja, édition entièrement revue par l'auteur, augmentée d'une préface, 1963. Manifeste du surréalisme, augmenté de Du surréalisme en ses œuvres vives, 1963. Le surréalisme et la peinture, édition définitive augmentée des principaux textes de catalogue, 1965. Perspective cavalière, 1970. Je pensais toujours à un lion. Et il ne portait pas les cheveux trop longs à cette époque, n'est-ce pas? Quelquefois un peu trop courts, je trouvais. Mais cette tête, ce profil, cette allure qu'il avait, je le voyais toujours dans un film, comme un roi, comme un général, quelqu'un qui dirige les choses, n'est-ce pas? Alors j'essaie de saisir cet aspect. Seulement, André n'était pas trop content avec mes photos. Il disait que c'était trop joli, un peu. Il aimait mieux une photo faite par un photographe quelconque, même une photo de passeport, n'est-ce pas? Alors moi, je dis, c'est pas la photo qui est jolie, c'est le sujet qui est trop joli. Jolie photo de Breton, ça, c'est à l'époque de la Galerie Magde. Il a l'air très jeune là-dessus. Quand on regarde ces photos à différentes époques, on voit bien la différence entre le tout jeune homme, l'âge mûr, et l'homme entré déjà ou pénétrant dans la vieillesse. Mais par-delà ce que ces photos, qui peuvent être ces photos successives, qui peuvent être de Man Ray, mais qui pourraient être aussi de simples photos d'état civil pour des papiers d'identité quelconque,
il reste étonnamment identique à lui-même. Son sourire n'a jamais changé. Son regard et cette politesse, cette allure de politesse, cette façon qu'il avait de s'incliner devant des dames et qui avait pris finalement un côté un peu anachronique parce qu'il restait le jeune homme qui avait pu connaître quelqu'un qui tenait lui aussi à la politesse comme Apollinaire. Est-ce qu'on pourrait reprendre le mot de Stéphane Mallarmé, et Dieu sait qu'il fut important pour André Breton, et comment, qui a dit « je me fus fidèle » et dire que André Breton fut fidèle à son visage ou que son visage lui fut fidèle. Comment vous prononceriez, Georges Bernier? On ne saura jamais. André Breton, 1896-1966. Seconde partie, André Breton, rêveur définitif, par Mathieu Bénézet et Anna Smuck. Avec Yves Bonnefoy, Georges Bernier, Jean-Jacques Lebel, René Depestre, Yves Perret, Gérard Legrand, Michel Butor, Alain Jouffroy, Philippe Solers, José Pierre, Michel Deguy, André Parinaud, Claude Esteban, Bernard Noël, Paul-Louis Rossi et Sonia Emmanuel. Archives INA Paris, Radio-Canada, RTBF, Belgique. Prise de son Jean-Claude Aimé, mixage Philippe Bredin, Manuel Couturier. Cette image, c'est celle d'un homme qui a un imperméable et qui est un peu décoiffé et qui a l'air tourmenté et orageux. Voilà. Et qui doit se trouver du côté de la rue Bonaparte ou quelque chose comme ça. Seul? Seul. Il regarde? Je pense qu'il a envie de s'engouffrer quelque part. C'est-à-dire, je crois qu'il regarde, mais qu'il a envie de s'engouffrer quelque part. Ce n'est pas la colère, c'est l'orage. C'est l'orage.